Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de l'action Boeing qui a fait beaucoup de bruit en bourse ces derniers jours et vous avez d'ailleurs été plusieurs à m'en parler en DM sur Instagram. On va d'abord regarder ce que fait l'entreprise, le business model. Ensuite, on s'attardera un petit peu sur la valorisation de l'entreprise, ce que j'en pense à titre personnel. Et enfin, on parlera un tout petit peu aussi de Airbus dans cette histoire, puisque c'est pratiquement un duopole, ces deux entreprises. L'action a fait du bruit en bourse ces derniers jours, parce qu'il y a eu un incident, en fait. Il y a eu la perte d'une porte en vol, suite à toutes les difficultés en plus qu'on avait déjà eu sur le 737 MAX, ça continue. Donc clairement pour Boeing, c'est encore des mauvaises nouvelles. Après, je tiens à le dire dans cette vidéo, je ne suis pas un expert, je ne vais pas rentrer dans la polémique de à qui la faute. Là, on va vraiment parler des chiffres, de l'action et de l'entreprise en bourse. L'entreprise est clairement volatile depuis quelques mois. Si vous regardez entre tout début novembre et globalement, il y a encore 2-3 semaines, on avait fait plus 50% en bourse. Et ensuite, on vient de corriger de 20% en bourse ces dernières semaines. Donc clairement, forte volatilité sur l'action sur le court terme. Donc attention, je voulais vraiment le préciser que c'est très volatile. Et d'ailleurs, vous le voyez au niveau des volumes, on a eu une explosion de ceci. Ce que je vous propose dans cette vidéo, et on commencera par le business model de Boeing juste après, c'est une revue de l'action. J'ai condensé mes premières recherches sur l'entreprise, c'est pas une analyse complète, c'est vraiment un petit peu pour donner mon avis à chaud et ça permet aussi de vous montrer ma façon que j'ai pour étudier une entreprise sur le court terme, me faire un avis rapidement avant de continuer mes recherches et au pire ce sera pour vous un bon exemple d'une méthodologie parmi d'autres et ça vous permettra de vous forger vos propres méthodologies au final. Donc tout d'abord, qu'est-ce que fait Boeing? Ils ont plusieurs secteurs d'activité que j'ai découvert aussi justement en allant directement chercher les documents financiers fournis par l'entreprise. Donc ici, c'est des extraits du rapport annuel. Ils ont tout d'abord tout ce qui est la vente d'airplanes à titre commercial. Ensuite, ils ont la vente de tout ce qui est militaire. Donc ça peut être des systèmes par exemple comme des drones, des systèmes d'attaque, de surveillance, de transport, etc. Ensuite, ils ont une partie de leur business qui sont tout simplement les services. Donc le service rendu aux propriétaires des avions. On pensera ici à l'entretien, aux pièces détachées, etc. Ils ont une partie finance dans le sens qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent sur les intérêts puisque les avions s'achètent parfois à crédit vu que c'est quand même des produits qui coûtent très cher et ils ont une partie financing. Et enfin, ils ont toute la partie intellectual property, donc là on pensera aux brevets qui vont être utilisés par d'autres entreprises et donc qui vont toucher des royalties sur leurs brevets. Je vous ai mis à droite la répartition des différents secteurs pour vous montrer ce qui pèse vraiment ou pas. Donc on voit qu'en termes de chiffre d'affaires, le plus important c'est tout ce qui est avions commerciaux. Juste après, pas loin, on a tout ce qui est la défense, la sécurité, le spatial. Donc vous voyez, on est sur du 25,8 milliards pour l'aviation civile, du 23 milliards pour la défense. Ensuite, tout ce qui est services, pièces détachées, entretien, on est sur du 17 milliards et le reste pèse beaucoup moins. Donc on a vraiment trois gros secteurs qui font la majorité du chiffre d'affaires. Et je vous ai mis juste en dessous les pertes issues des opérations, bon, on en reparlera dans la deuxième partie quand on va aller voir les chiffres de l'entreprise, mais on constate d'ores et déjà qu'en 2022, on perdait de l'argent au niveau des opérations, aussi bien sur l'aviation civile que militaire, et qu'on gagnait sur les services et sur tout ce qui est financing. Et si vous prenez les années d'avant, donc 2021 et 2020, on perdait sur le commercial, mais pas sur le reste d'un point de vue des opérations. Et si je vous parle des opérations ici, c'est tout simplement parce qu'on va même pas commencer à parler du net si on est déjà en négatif sur les opérations. Donc voilà globalement les grandes lignes du business model de Boeing. Et maintenant, on va passer à la valorisation de l'entreprise. Ici, comme d'habitude, je vous ai mis une imprime écran du site Finviz qui vous permet d'avoir rapidement des éléments sous les yeux. Et quand vous regardez comme ça, c'est pas forcément très flatteur, il faudra clairement aller gratter plus loin. Donc vous voyez que c'est une entreprise qui pèse d'un point de vue de sa capitalisation un petit peu plus de 128 milliards, sachant qu'elle a dégringolé en bourse, donc elle valait beaucoup plus il y a encore quelques semaines. On est sur du 75 milliards de ventes, donc un prix par rapport au chiffre d'affaires à 1,7. Ce qui est au-delà de 1 mais qui n'est pas non plus extrêmement élevé. Cependant, clairement, on peut justifier un chiffre pas très élevé parce que déjà, on a des marges brutes à moins de 10%, des marges opérationnelles et des marges nettes en négatif, en tout cas sur les derniers trimestres. Après, on va regarder sur le très long terme ce qui s'est passé. Et ensuite, au niveau de la croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années en composé, on est aussi en négatif. Donc sur 5 ans en composé, on fait moins de ventes qu'à l'époque d'un point de vue du chiffre d'affaires. Et comme l'entreprise n'a pas de marge nette positive, on n'a pas de PER et on a un PER futur autour de 50 d'après les analystes, donc l'entreprise pourrait redevenir profitable d'après les analystes. Comme d'habitude, je n'aime pas m'arrêter à quelques indicateurs financiers parce que pour moi, ça peut vouloir tout et rien dire et il faut vraiment aller chercher des indicateurs plus avancés. On va commencer ensemble directement dans le 10K qui est le rapport annuel de l'entreprise. Donc tout d'abord, au niveau des revenus, on retrouve ici les 66 milliards en 2022 dont on avait parlé,
pour 62 milliards en 2021 et pour 58 milliards en 2020. Donc légère augmentation. Ensuite, vous regardez les dépenses. De suite, vous voyez que leurs produits, pour vendre 66 milliards d'avions, etc., de services aussi, ça nous a coûté presque 54 milliards. Donc clairement des marges brutes très faibles. Et donc si vous prenez toutes les dépenses pour fournir les produits et services, on est à 63 milliards de dépenses pour 66 milliards de chiffre d'affaires. Il faut rajouter à ça les dépenses administratives, et ici on est à plus de 4 milliards, et ensuite les dépenses de recherche-développement, on est à 2,8 milliards, et on se retrouve avec une perte au niveau des opérations sur les 3 années qui viennent de passer. Ici je vous ai mis la recherche-développement dans une autre couleur parce que je voulais en parler. Pour une entreprise qui fait quand même des technologies avancées, on pensera notamment aux militaires et évidemment aussi dans l'aviation civile. Je trouve que c'est bas, ça fait moins de 5% et vous avez plus en administratif et en dépenses générales qu'en recherche et développement dans une entreprise qui est quand même censée faire de la technologie. Il faudrait gratter un petit peu plus en détail pourquoi, mais c'est pas quelque chose que je trouve extrêmement pertinent pour une entreprise qui doit quand même continuer à innover à mon avis. Donc ensuite vous avez les autres dépenses et clairement on ne gagne pas d'argent depuis 3 ans. On va continuer maintenant, on va descendre un petit peu plus bas, on va aller voir tout ce qui est balance sheet, donc assets and liabilities. Si vous regardez, on a 14 milliards de cash, c'est une entreprise qui aura énormément d'inventaire, beaucoup de pièces en stock, des avions en fabrication, etc. Rien de choquant, c'est de l'industrie. Et donc en actifs disponibles rapidement, on est à presque 110 milliards, et sur les actifs total, on est à 137 milliards. Si vous allez voir les passifs, les liabilities, en court terme, on est à 90 milliards, et en long terme, on est à 152. Donc on a un peu plus de passifs que d'actifs, on a un petit peu de cash en stock, on a de la dette à court terme comme on le voit ici qui est inférieure au cash, donc il n'y a pas énormément de problèmes a priori d'un point de vue de la gestion, cependant c'est pas une entreprise qui a énormément de cash en stock et pas de dette, clairement pas si vous regardez ce document. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à mettre sur pause et à aller lire chaque ligne en entier. On va aller voir tout ce qui est cash flow, c'est important aussi d'aller regarder la trésorerie. Donc le cash issu des opérations, vous voyez qu'en 2022 on a sorti 3,5 milliards et on a fait en capex, donc dépenses tout simplement pour pouvoir continuer l'activité, les nouvelles machines, etc. pour que le business tourne, on a dépensé 1,2. Donc on aurait été en 2022 en free cash flow positif, donc en capacité d'autofinancement, le flux de trésorerie disponible qui était positif sur 2022, ce qui n'était pas le cas sur 2020 et 2021. Donc petite amélioration à noter. Donc sur ces documents, on a une photo sur 3 ans. Vous savez aussi que j'aime bien aller voir sur le plus long terme ce qui s'est passé pour juger l'entreprise sur une plus longue période, surtout qu'ils ont subi la pandémie en 2020 avec tous les avions cloués au sol, donc je veux voir comment ça se comportait il y a 10 ans, parce que peut-être que ces documents sur le court terme font très peur, alors que sur le long terme, c'est un très bon business. Ça, je ne sais pas, il va falloir que j'aille voir. Tout d'abord, on va regarder le chiffre d'affaires. C'est ce qu'il y a tout en haut de l'income statement, c'est le plus important. Ensuite, on va retirer tout ce qu'on dépense pour arriver au bénéfice. Si vous prenez le chiffre d'affaires qui est ici la courbe jaune, on constate qu'aujourd'hui, on est globalement sur les mêmes niveaux qu'il y a 15 ans. Donc l'entreprise en 15 ans n'a pas augmenté son chiffre d'affaires et si vous prenez sur 5 ans, effectivement, il a baissé comme on en parlait un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et ensuite, si vous regardez le bénéfice, donc le net income, le free cash flow, donc le flux de trésorerie disponible auquel on enlève les stock-based compensation, donc les actions qui sont données aux employés, etc., les stock options, on constate qu'on est à chaque fois assez bas et on regardera un petit peu plus tard après les marges, mais d'ores et déjà, on arrive à comprendre qu'on ne va pas avoir des marges a priori très élevées. Je tiens aussi à mentionner sur ce graphique qu'on voit que la pandémie leur a fait du mal. On voit ici à partir du premier trimestre de 2020. Cependant, si vous regardez, dès mi-2019, on avait déjà commencé à se dégrader. On continue avec les différentes marges pour justement voir le décalage qu'on a entre le chiffre d'affaires et le reste. Et donc ici, si vous regardez, au niveau de la marge brute, on se baladait avant 2019 autour de 20%, ce qui est déjà beaucoup mieux que les 10% qu'on a constaté tout à l'heure. C'est pour ça que je vous disais, il faut regarder sur le long terme. L'entreprise a souffert depuis quelques années avec la pandémie, ça paraît logique. Cependant, si vous regardez, on était quand même entre 15 et 20% de marge brute, ce qui est déjà un petit peu mieux clairement pour l'industrie. Et ensuite, au niveau de la marge nette, à l'époque, donc si vous prenez ici 2017-2016, on se baladait entre 3 et 5%. On a eu des très belles années à 10% de marge nette. Donc clairement, c'est pas élevé, ça reste de l'industrie, donc on peut s'y attendre, mais voilà, les meilleures années, on avait 10% du chiffre d'affaires qui se transformait en bénéfice, et donc clairement c'est bas. En plus, c'est un business mature puisque ça fait 10 ans qu'il n'augmente pas son chiffre d'affaires, donc j'imagine que c'est une entreprise qui à l'époque a dû payer un dividende et qui était déjà dans une phase de maturité, on le regardera un petit peu plus tard. Et au niveau de la trésorerie, on voit qu'il l'a géré aussi beaucoup mieux à l'époque avant les difficultés qu'ils ont rencontrées à partir de 2019, puisqu'on avait une marge sur le flux de trésorerie disponible qui se baladait autour des 10%. Ensuite, à l'époque, on va constater, ils payaient un dividende. Ils l'ont coupé, comme on le voit,
en 2020 avec la pandémie, mais donc on va regarder avant parce qu'on va se dire peut-être qu'un jour ils vont le ramener si l'entreprise revient à se stabiliser. Ils payaient un beau dividende qui se baladait entre 2 et 3%, donc on revient sur ce que je voyais un petit peu avant au niveau du chiffre d'affaires qui n'augmente pas et des marges pas extrêmement élevées. C'est une entreprise qui très certainement était une entreprise pour un portefeuille peut-être un petit peu axé rente, qui ne cherche pas forcément beaucoup d'appréciation du capital, mais qui veut recevoir des paiements annuels. On vend des avions, on gagne un petit peu d'argent, on leur distribue aux actionnaires. Je pense que c'est une entreprise assez mature qui était sur ce style de fonctionnement jusqu'en 2020. Évidemment, tout ça, il faudrait aller le vérifier en faisant des recherches sur Internet, mais là, je déduis vraiment ça en regardant les graphiques. Et pour savoir ce qu'il en est réellement, il faudrait aller prendre les conférences, notamment destinées aux investisseurs d'il y a quelques années, voir ce que disait la direction, est-ce qu'ils étaient vraiment axés rendement, est-ce qu'ils parlaient de nouvelle croissance, etc. Si vous allez écouter la direction, ils vont certainement en parler. On va maintenant aller voir des indicateurs financiers, sachant que, comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas suffisant pour savoir combien il faut payer une entreprise, ça permet juste de savoir si le marché en ce moment paye l'entreprise plus ou moins cher par rapport aux données historiques, par rapport à l'époque. Au niveau du prix par rapport au chiffre d'affaires, on constate que jusqu'en 2017, l'entreprise se payait sous les 1, ce qui est plutôt cohérent pour une entreprise qui a des marges assez faibles et peu de croissance, et à partir de 2018, on est monté plutôt au niveau des 2, et aujourd'hui on se balade à presque 1,6, 1,7. Donc l'entreprise est un petit peu plus chère ces dernières années par rapport à l'époque. Et si je remonte sur le très long terme, on va constater qu'effectivement en 2010, 2011, 2012, l'entreprise s'est changée à un prix par rapport au chiffre d'affaires plus bas. On continue sur le PER. Donc le PER, il est à 0 puisque on gagne plus d'argent depuis 2020. Cependant, si vous regardez à l'époque, on était sur un PER, donc un prix par rapport au bénéfice, le PI en anglais, qui se baladait autour de 20. Ça reste quand même élevé, je trouve, et ça c'est mon avis, pour une entreprise qui a littéralement pas de croissance sur les 10 dernières années et des marges qui sont au mieux du mieux à 10% net et bien souvent en dessous. Après, ça c'est mon avis, mais globalement, on ne peut pas vraiment dire grand-chose de ce graphique puisqu'aujourd'hui, on n'a même plus de bénéfices. Donc encore une fois, vouloir acheter l'entreprise en regardant ce graphique, c'est difficile de trouver une conclusion. On continue avec le prix par rapport au flux de trésorerie disponible auquel on retranche tout ce qui est stock-based compensation, donc les actions et les stock options donnés généralement aux employés, à la direction, etc. Ici, encore une fois, très compliqué de déduire quoi que ce soit, puisqu'on est souvent à zéro, tout simplement parce que le flux de trésorerie disponible, il était négatif, comme on l'a vu notamment sur 2020 et 2021 dans les documents financiers. Et ensuite, quand vous regardez maintenant qu'on est repassé en positif sur 2023, on est sur un prix par rapport au flux de trésorerie disponible entre 20 et 30, voire même là, il y a eu des pics à 40, ce qui est quand même pour moi élevé pour le peu de croissance et les marges faibles. Donc si je prends ces indicateurs, le seul qui pour moi est exploitable, ce serait le prix par rapport au chiffre d'affaires, puisque de toute façon les autres, on est souvent à zéro, puisque l'entreprise perd de l'argent depuis quelques années, même si là, le flux de trésorerie disponible s'est un tout petit peu amélioré. Et si vous regardez, ça se paye un petit peu plus cher qu'à l'époque, mais pour moi, c'est pas du tout suffisant pour décider d'acheter l'entreprise, parce que là, j'ai aucune idée de combien je dois la payer. Là, ce qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est projeter ce que l'on pense du chiffre d'affaires de l'entreprise et de ses marges sur 5 ans, par exemple, se forger son propre avis, actualiser dans le présent avec un discount rate, ou tout simplement en français, avec le retour sur investissement que l'on souhaite faire chaque année en composé, et ça nous donne un prix à payer. Et ça, ce serait une étape à faire, à mon avis, si on voulait décider d'acheter l'entreprise. Le dernier point, on voit que l'entreprise, a priori, éliminait des actions, donc certainement qu'elle rachetait des actions jusque globalement 2019-2020, et elle avait des stock-based compensation, donc elle donnait des actions aux employés certes, mais à un niveau qui était plus faible que maintenant. Si vous regardez à partir de 2020, ils ont distribué beaucoup plus d'actions et la quantité totale d'actions en circulation repart à la hausse. Honnêtement, ça me paraît bizarre parce que l'entreprise va mal depuis 2020 et on se met à distribuer plus d'actions aux employés, etc. Je ne suis pas ultra convaincu par ce graphique. Pourquoi ils le font, je ne sais pas. Il faudrait aller chercher. Mais clairement, si vous prenez, ils ont fait x2 à x3. Je vous laisserai regarder si l'action vous intéresse. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je voulais vraiment vous donner une vue globale. Et on va passer maintenant rapidement à Airbus. Je voulais vous en parler aussi parce que c'est clairement un duopole. Alors, vous avez d'autres marques qui font des avions. Vous avez Embraer, vous avez aussi Bombardier au Canada. Vous avez quelques entreprises. Mais sur les gros avions pour l'aviation civile, clairement, ils sont archi-leader avec Airbus. Donc pour Airbus, globalement, les chiffres sont un petit peu meilleurs. On voit une augmentation du chiffre d'affaires qui est quand même non négligeable par rapport à Boeing. Vous voyez qu'on passe de 49 milliards à 58 milliards entre 2020 et 2022. Et on a des marges nettes qui sont en 2021 de 8%, en 2022 de 7%. Donc on voit qu'on est sur les mêmes niveaux que les meilleures années de Boeing, mais globalement Airbus a l'air en ce moment sur ces derniers trimestres et ces dernières années de se porter un peu mieux. Et on a un flux de trésorerie disponible et une marge de flux de trésorerie disponible qui sont aussi dans les ordres des meilleures années de Boeing, et donc en ce moment ça a l'air de pas trop mal se passer chez Airbus. C'est clairement voilà, le même style d'entreprise, une entreprise mature avec des marges assez faibles, une croissance qui accélère
chez Airbus, c'est à noter, mais on n'est pas sur un business de forte croissance, on est sur un business plutôt mature. Et d'ailleurs, Airbus, regardez, recommence à payer un dividende depuis 2021. Ils l'ont juste a priori coupé en 2020. Il faudrait voir s'ils payaient avant, mais j'imagine que oui. Et je vous laisserai vérifier. En termes de capitalisation boursière, on est à peu près sur les mêmes tailles d'entreprise. On voit ici sur 118 milliards de capitalisation boursière. On est ici au fait tout en euros et on est actuellement sur un PER, donc un prix par rapport au bénéfice pour Airbus qui se balade autour de 20 depuis 2 ans. Donc pour les chiffres d'Airbus, globalement, ça ressemble aux bonnes années de Boeing, même si Boeing a plus de difficultés en ce moment. Airbus n'a pas trop l'air de mal se comporter. Évidemment, ici, je regarde quelques chiffres sur un tableau, mais j'ai pas du tout fait une analyse complète. Je suis pas allé lire les documents financiers d'Airbus, etc. Je vous donne juste un avis à chaud et ensuite vous irez faire vos propres analyses. On va passer à la conclusion. Donc pour Boeing, c'est pas forcément le type de business qui me correspond. Et ça, c'est personnel, c'est juste mon avis. Mais on a des marges brutes qui sont pas très élevées, peu de croissance, un business model qui me plaît pas forcément énormément puisque c'est de l'industrie et donc forcément gros capex, marge faible. En plus les taux d'intérêt qui vont impacter les acheteurs puisque très souvent c'est des appareils tellement gros qui vont s'acheter avec de la dette. Donc à titre personnel, c'est pas un business que je me vois rentrer en portefeuille fondamentalement sans même parler des chiffres. Après je me demande est-ce que ça pourrait pas être ce qu'ils appellent en anglais un turnaround. Donc en fait c'est ce qu'explique Peter Lynch dans son livre One Up on Wall Street. Est-ce que Boeing serait pas une entreprise qui pourrait fortement corriger ou être sous-valorisée du fait qu'il y a beaucoup de peurs sur le marché et des difficultés dans le business, et s'ils venaient à résoudre leurs problèmes, etc., est-ce que l'action pourrait exploser à la hausse? J'en suis pas certain, il faudrait l'étudier, mais quand j'ai vu le type de business, la peur et les difficultés en ce moment, ça m'a de suite fait penser à cette idée qu'il explique dans ce livre. Ce sera à vous d'aller voir ce qu'il en est. Ensuite, une autre question qu'on pourrait se poser, et j'en parlais avec l'un d'entre vous en DM, est-ce que ce serait pas une action qui est too big to fail? En gros, c'est tellement important peut-être pour l'État américain qu'il ne les laisserait jamais disparaître. À ça, je dis peut-être, mais c'est pas parce qu'on ne laisse pas une entreprise disparaître que l'action ne va pas souffrir énormément. Il y a une grosse différence entre les actionnaires et sauver une entreprise. Peut-être que les actionnaires vont au tapis et que l'entreprise est sauvée. Donc je prendrai cette idée avec des pincettes. Enfin, avant, ils payaient un dividende. Vont-ils le payer à nouveau? Et clairement, est-ce qu'on ne serait pas sur une entreprise avec un profil peut-être d'investisseur plus axé rentier, une entreprise qui est en duopole, cassée par deux marchés, Airbus aussi, qui vend des avions, et s'ils résolvent leurs problèmes court terme, peut-être qu'ils vont un jour repayer leur dividende qui est de 2 à 3%, et c'est une entreprise qui peut clairement correspondre à certains profils. Elle a eu une performance par le passé, surtout si vous remontez très loin sur le graphique, je me suis amusé à le faire, et est-ce que on aurait une possibilité de bonne performance dans le futur? Ça, seule votre analyse vous le dira. Donc au final, comme je dis souvent, je vous laisse mener vos propres chiffres. Moi, personnellement, je ne pense pas aller plus loin dans l'étude de l'entreprise, à moins qu'il se passe quelque chose qui changerait la donne. Mais j'aime bien quand même donner des exemples de questions que je me poserais si j'allais plus loin. Déjà, je me demanderais si je comprends le business. Est-ce que je crois dans le futur du business? Est-ce que j'ai bien étudié ce qu'ils font? Est-ce que je le comprends? Est-ce que ça me plaît? Ensuite, est-ce que je pense qu'ils vont réussir à reprendre une croissance? Est-ce qu'ils vont réussir à augmenter leur marge, peut-être à les améliorer, résister à la concurrence et innover? Et au final, se demander si vous avez fait votre propre analyse en âme et conscience avant de prendre une décision, tout simplement parce qu'une fois que vous aurez pris la décision, si vous savez pourquoi vous l'avez fait, au minimum, vous apprendrez. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler en commentaire. Comme d'habitude, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse ou tout simplement revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme, j'ai des cours gratuits qui sont disponibles en lien en description sur les bases pour commencer à investir en bourse, ma vision de l'investissement sur le long terme. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, le partager à des personnes que ça pourrait intéresser et aller aussi sur Instagram, j'y fais du contenu différent. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.